Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lanceur d'Arrête. Merci d'être encore une fois au rendez-vous avec moi. Aujourd'hui, on va encore se parler d'immigration, mais d'une façon un peu différente. On va partir à la rencontre d'Arwa Beji, une immigrante d'origine tunisienne qui va nous raconter son parcours, qui va nous raconter aussi comment elle vit son quotidien au Québec. Vous allez voir, il y a beaucoup d'inspiration dans cet épisode. Dans cet épisode, il y a aussi la participation de mon ami François Proux-Dupéret. Et sans plus attendre, Arwa Beji. Alors, bonjour Arwa, bonjour François. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir tous les deux au podcast. On avait prévu de faire un portrait d'Arwa et puis j'ai trouvé que ce serait une bonne idée que tu sois aussi avec nous parce que le parcours d'Arwa, je pense, est représentatif de pas mal de personnes immigrantes au Québec. Puis en tant que personne québécoise, mais qui accompagne des personnes immigrantes, on va en parler. Je pense que ça va être intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à peut-être ce qu'elle a pu traverser ou ce qu'elle vit au Québec. Mais c'est Arwa qui est en vedette aujourd'hui. Alors, Arwa, merci d'être avec nous. J'aurais voulu commencer en te demandant d'où tu viens, quel pays tu viens, c'est quoi ton expérience de vie, depuis combien de temps tu es au Québec, tout ça. Présente-toi. Alors, je m'appelle Arwa, je viens de la Tunisie. Ça fait 8 ans que je suis au Québec ici. Actuellement, je travaille comme une coordinatrice dans un organisme communautaire, secteur famille et jeunes. Je fais la prévention auprès des familles. Puis j'ai plusieurs expériences de différents mandats. J'ai travaillé avec les femmes, j'ai travaillé avec les femmes immigrantes, j'ai travaillé avec les familles immigrantes, j'ai fait l'accueil des familles immigrantes. Je suis impliquée bénévolement dans plusieurs organismes communautaires. J'ai également une podcast féministe. Puis c'est pas mal ça. Puis j'habite dans la région Port-Neuf. Intéressant. Puis, peux-tu nous raconter le parcours en Tunisie? Qu'est-ce qui a amené à ton départ pour le Québec? Est-ce que tu as immigré toute seule? Comment ça s'est passé? Quel âge t'avais? Tout ça? Mais quand j'ai commencé à penser, j'avais 20 ans. J'étais enceinte avec mon premier garçon, puis je voulais juste aller au Canada. Je savais pas qu'il existe Québec, en fait. Je savais pas qu'au Québec, les gens parlent en français. Fait que moi, j'étais comme, je parle bien en anglais, mais en français, je parle pas. Je peux dire bonjour, ça va, that's it. Puis j'avais rêvé, fait que j'ai fait des démarches, j'ai posé des questions, j'ai fait beaucoup de recherches. J'étais mariée dans le temps avec mon ex-conjoint, puis c'est moi qui voulais vraiment immigrer. Puis on a mis nos CV dans beaucoup d'endroits. Puis en 2017, quand j'avais 24-23, il y avait une entreprise québécoise qui est venue dans notre pays pour chercher des employés. Puis ils ont trouvé le CV dans mon ex-conjoint. Puis là, il dit, on veut vous engager. Ils ont fait des entrevues. Il a expliqué que les démarches, qu'on va aller avoir la résidence après. Vous allez demeurer ici. Le Québec veut des familles. Vous avez une famille. On veut construire le Québec. On a besoin de vous, etc. Puis moi, j'étais la première femme qui insiste dans les entrevues. Elle dit, tu es la première conjointe qui participe avec son conjoint. J'ai même posé des questions pour savoir, on va y aller où. Il m'a dit Donnacona. J'ai enregistré tout pour que je puisse faire des recherches puis planifier mon départ. Pour moi, dans ma tête, il faut que je sois prête. Puis ça prend 1 an au complet il y avait la signature de contrat, il y avait les démarches de papier EMT, CAQ, permis de travail. Puis en 2018, on était là. François, c'est quand même assez représentatif du parcours de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que des entreprises québécoises ou même parfois le gouvernement vont les chercher dans leur pays. Est-ce que l'expérience d'Arwa, c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup de personnes que tu as accompagnées, toi? Ben, c'est vraiment capoté, là, ce que tu places à Roy, là, parce que c'est ça qu'on remarque, parce que nous, on représente les 50 000 membres de la CSN dans la région, de tous les secteurs, secteur public, secteur privé, dans des usines, dans des shops, en santé et services sociaux, en éducation, puis on parle de milliers de membres. Là. Puis toutes ces personnes-là nous disent essentiellement la même chose. Le gouvernement du Québec fait des missions économiques à l'étranger, ils font de la publicité, ils disent aux gens, venez-vous-en chez nous, on a besoin de renfort, on a besoin d'aide dans nos services publics, en santé et services sociaux, dans le privé. Venez-vous-en ici, puis quand vous allez avoir atteint le bon niveau de français,
quand ça va faire 2 ans que vous êtes ici, vous allez pouvoir déposer une demande pour la résidence permanente par le PEC, le fameux PEC que la CAQ a unilatéralement fermé en novembre 2025. Fait que après ça, il n'y a pas moyen d'aller déconstruire ça. Là, je veux dire, c'est une réalité factuelle. Puis ce que tu nommes, ben, je trouve ça touchant. Puis c'est aussi ce que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs que nous, on accompagne dans nos syndicats nous disent. Arwa, j'aimerais que tu nous expliques rapidement comment ça s'est passé quand tu es arrivé ici. Est-ce que tu as vécu un choc culturel? Est-ce que tu as vécu un choc climatique? Es-tu arrivé en hiver, en été? Comment ça s'est passé ton arrivée à Donnacona? Ben, moi, je suis arrivée l'été, j'ai de chance. J'étais arrivée le 5 mai, c'est le printemps, c'est fin printemps, début d'été. Puis je parle pas français, c'est sûr. Mon premier choc, c'est que tout le monde parle en français. Ben, je savais un petit peu, mais genre, tout le monde parle français, il y a personne qui parle anglais. Puis j'ai descendu. Ma première choc, c'était Montréal. J'ai descendu, puis je dis, mais on dirait que je suis en Tunisie, j'ai pas déménagé. C'est pas ça le Canada que je vois dans les photos. C'est où la nature? Puis tranquillement. C'est bon, hein? On dit à Donnacona, je suis pas à Montréal, je suis contente. J'ai rien contre Montréal, mais je suis contente que je suis dans une région. J'aime la nature de ma personnalité. Puis c'est sûr que moi, dans ma personnalité, je suis une personne très sociable. J'aime parler. Puis la première journée, j'étais allée faire un tour. J'ai rencontré une famille québécoise au parc avec mes enfants, avec mon fils. J'avais un seul enfant. Puis j'ai commencé à jaser. Je viens d'arriver, ça fait juste une journée. J'ai pas des vêtements, j'ai pas de meubles, etc. Qu'est-ce que vous faites? Les garderies, l'école. Puis là, puis je parlais même pas français. Genre, je sais pas comment j'ai réussi quand on communique, mais elle a tout expliqué, puis montré sur téléphone. Puis moi, j'ai tout capté. Puis comment chercher une garderie, comment chercher un job. Puis il y avait pas dans le temps dans la région Portneuf, il y avait pas de service d'accueil pour les familles immigrantes comme actuellement il y en a. Il y a un organisme qui s'appelle Accès Travail Portneuf. Dans le temps, quand je suis arrivée, il y avait pas ce service-là. Et puis il y avait pas beaucoup de travailleurs temporaires, c'était comme quelques-uns ou quelques-unes. Fait que c'est ça, j'ai tout appris toute seule, mais j'ai mis beaucoup d'énergie, le double que quelqu'un qui vient actuellement, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'accueille, qui explique tout ce qu'il faut à faire, comment faire la francisation, comment faire ci, comment faire ça. Puis j'ai réalisé aussi que j'ai trouvé une garderie, j'avais la chance, j'ai commencé à travailler, c'était ma première job, c'était en restauration, la gérante de Subway. J'ai appris le français en travaillant. J'ai appris l'accent québécoise. Et j'aime ça. Mais j'ai voulu apprendre plus en français. Puis quand je suis allée pour prendre des cours, ils m'ont dit que j'avais pas le droit dans le passé. En 2018, on n'a pas le droit d'apprendre le cours les travailleurs temporaires. Mais pour résider de façon permanente, ça prend un niveau très élevé en français. Fait que je trouvais pas logique. Je dis, mais voyons donc, comment je veux passer mon test français si j'apprends pas le français? Mais une chance que les lois ont changé. Puis en 2020, j'ai pris mon cours. J'ai commencé au niveau 3. Au mois de septembre, au mois de février, j'ai eu mon niveau C2 en français. C'est comme de 6 mois intenses de cours. François, tu veux réagir, je crois. Je peux me permettre 2 affaires. Première des choses que les camarades des syndicats nous nomment tout le temps, c'est en arrivant au Québec, on a un choc culturel. On a un choc linguistique, c'est exactement ce que tu décris. Et on a aussi un choc climatique. Parce qu'on va s'entendre qu'en Tunisie, c'est pas le même hiver qu'ici. C'est pas 4 saisons, ça s'habille pas de la même façon. Mais le bout après que tu parles, c'est vraiment important. C'est toute l'espèce d'hypocrisie gouvernementale qui vont chercher les personnes partout sur la planète de toutes les diasporas en leur disant de venir ici, en leur promettant une résidence permanente et en leur disant que, inévitablement, ça va passer par un certain niveau de français. C'est correct, les gens doivent être intégrés, ils doivent parler la langue. Sauf qu'après ça, on rend ça compliqué pour avoir un cours de français. Puis entre 2018 et 2025, ça a été comme ça là, au niveau des coupures en francisation. Puis après la pandémie, ils ont coupé presque toutes les classes de francisation au Québec. Puis les immigrantes et les immigrants devaient obtenir un niveau. Puis ils le faisaient par la communauté. Fait que par le travail, par les amis, par la famille ou par les enfants, souvent. C'est ce qu'on voit. Les enfants vont à l'école, vont dans les CPE. Puis après ça, ils parlent avec leurs parents. Fait que ça, c'est quand même assez hallucinant. Puis ça démontre la résilience des travailleuses et travailleurs immigrants qui vont quand même chercher ce niveau de français-là, même en ayant peu accès à des cours. Je veux revenir par rapport à la personne au parc qui t'a aidé. Il me semble, François, corrige-moi si je me trompe, en tout cas moi, à l'époque, là, le Québécois accueillant, c'était la norme. Puis je suis content qu'Arwa, plus récemment, elle a rencontré cette madame-là qui l'a aidée. Est-ce que le Québec est moins accueillant ou est-ce que c'est une espèce de nuage de fumée que le gouvernement et les médias nous servent?
Je suis convaincu que la population n'est pas moins accueillante qu'avant. C'est clair, monsieur, madame, tout le monde là, sont accueillants. Lorsqu'ils côtoient les personnes issues de l'immigration, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit par les loisirs, les sports, ils se rendent bien compte que ces gens-là sont exactement comme nous. Puis que la classe ouvrière n'a pas de frontières, puis que les frontières, quand tu regardes ça d'en haut dans les satellites, il n'y en a pas. Là. Tu vois qu'il y a juste une planète. Par contre, c'est sûr qu'au Québec et en Occident, depuis, je dirais, la dernière génération, depuis 20-30 ans, il y a vraiment un virage à droite. Puis ce virage à droite-là, souvent dans les politiques publiques ou dans les politiques d'austérité, sont accompagnés de mesures qui nuisent aux personnes qui sont issues de l'immigration aussi. Puis ces discours-là, xénophobes, identitaires, mais dans le sens négatif du terme, souvent, ils vont nuire à une certaine frange de personnes qui vont se radicaliser malheureusement, puis on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sont peu nombreux, mais sont très bruyants, ou qui vont se radicaliser dans certains médias alternatifs, qu'on va dire. Il y en a à Québec, il y en a beaucoup sur YouTube et ailleurs. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se retrouver un peu coincés, bien malgré eux, dans ces genres de mouvances-là, puis qui sont plus vulnérables, puis qui se retrouvent à eux-mêmes adopter des comportements racistes. C'est sûr aussi que si on regarde au sud de la frontière, le président donne le pire exemple au monde en ayant un discours contre les femmes, contre les immigrants, contre les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, et ça sans arrêt. Là. Les affaires que lui et son gouvernement disent sont épouvantables. Fait que c'est sûr que ça vient légitimer cette forme de parole-là, puis ça la libère. Pourtant, si on monte, mettons, avant les années 2000, le racisme était dénoncé partout. Puis maintenant, il y a même des politiciens de droite, malheureusement, faut le dire, et d'extrême droite, qui se servent de ça pour souffler sur les braises de l'intolérance. Puis c'est les personnes issues de l'immigration qui en souffrent. Par contre, moi, je continue de penser que la très grande majorité des gens sont accueillants, puis ils souhaitent le bien. Mais c'est sûr qu'on peut pas les laisser faire, ces gouvernements-là. Ah ouais, tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais en fait, moi, j'habite ici depuis 8 ans, puis je peux dire que j'ai jamais vécu, en fait, dans ma région de Portneuf, je dis tout le temps, ils sont très chaleureux. Mon amour, c'est parce que les gens sont très chaleureux, très accueillants, ils sont curieux. Dès qu'ils te connaissent, il y a plus ça enlève tous les préjugés, puis ça enlève toute l'idée derrière le média qui nous montre. Mais dernièrement, depuis le discours, moi, ce que je dis tout le temps, le gouvernement, c'est un leader. Puis le leader, soit il va diviser les gens avec ses discours, ou soit il va rassembler les gens. Mais dernièrement, je me sens qu'ils sont en train de nous diviser. Nous versus les autres, vous versus nous. Puisque dès que le leader commence à parler, les gens, les minorités vont commencer de se permettre de dire, parce que leur gouvernement se permet de dire les choses. Fait qu'on voit les gens de plus en plus, ils font des commentaires. J'ai même dernièrement vécu au Place-Ville un monsieur qui m'harcelait à l'extérieur. Il nous faisait compter, puis il a dit, vous êtes trop, on est plein à l'école, puis il m'a poursuivi. Moi, je dis, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me poursuis à l'extérieur? Il m'a dit, retourne chez vous, retourne chez toi, on n'a plus de place. J'ai jamais vécu de ma vie quelque chose pareil. C'était très choquant pour moi. C'est un événement très choquant, puis je vois pas personne qui vit comme ça, mais imagine qu'actuellement, les gens se permettent à dire les mêmes choses que leur gouvernement disent. On appelle ça la fenêtre d'Overton, là, qui a glissé tranquillement vers la droite. Puis avant, c'était gênant de tenir des propos racistes. Maintenant, c'est normal, c'est réaliste. Puis moi, ce que je trouve le plus terrible, c'est que c'est de la désinformation. Toute cette propagande qui dit que les personnes immigrantes, c'est la crise du logement est leur faute, il n'y a pas de place dans les écoles. C'est pas vrai. Il y a des classes dans certaines régions qui auraient fermé si les enfants immigrants n'étaient pas arrivés. Il y a des pans entiers de l'industrie, de l'économie, à tous les niveaux, que si la CAQ arrive à ses fins et que ces personnes-là finissent par repartir, on est dans le pétrin. Hein. Absolument. En santé et services sociaux, là, si on prend le CIUS de la capitale-nationale, si on prend le CHU de Québec, c'est des centaines et des centaines de travailleuses et de travailleurs temporaires immigrants qui font des jobs tough, qui sont pas les jobs les mieux payés au Québec, puis ils tiennent ça à bout de bras, puis ils le font avec cœur, avec ardeur, tu sais, puis ils croient au bout dans leur travail. Si ces gens-là n'ont pas la chance d'accéder à la résidence permanente, ce sont non seulement les services à la population qui vont s'effriter, mais aussi la personne qui reçoit ces services-là va devenir de plus en plus en colère envers nos services publics en disant « Voyez, je paye des taxes, mais je ne reçois pas mon dû. » Fait que, en ne permettant pas à ces personnes-là de rester de façon permanente en santé et services sociaux, le gouvernement vient justifier des décennies de sous-financement,
puis qu'ils ont asphyxié les services publics. Première affaire, ça, c'est en santé, services sociaux, puis dans le secteur public. Après ça, dans le privé, que ce soit dans les usines ou dans les shops, on a beaucoup de travailleurs, en plus, qui sont qualifiés, qui ont de grandes compétences, qui arrivent de l'Amérique latine, qui arrivent d'Europe, qui arrivent d'Asie du Sud-Est, qui viennent nous prêter main forte, puis qui sont souvent 10, 20, 30, 40, 50 par shop, qui sont des soudeurs. Puis nous, il y en a plusieurs qu'on accompagne là-dedans à travers les différentes étapes qui sont complexes pour se rendre jusqu'à la résidence permanente, mais c'est une question de pérennité. Fait que c'est une question de pérennité pour les emplois des personnes immigrantes, mais aussi des travailleurs locaux. Mais c'est aussi une question de pérennité pour les entreprises en soi, parce que ces gens-là doivent prouver qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre pour pouvoir accueillir les TET, les travailleurs étrangers, travailleurs étrangers temporaires. Et lorsque la pénurie de main-d'œuvre est active, mais là, on est capable d'aller chercher des personnes. Fait qu'il n'y a pas de gens dans le bassin pour remplir ces emplois-là. Fait que ces gens-là, ils viennent vraiment là, nous aider énormément. Puis, tu sais, s'ils ne peuvent pas rester, c'est carrément la suite des entreprises qui vont en arracher ou qui vont tout simplement fermer. Puis après ça, ça va être vraiment malheureux parce que là, c'est tout le monde qui va payer la note. Fait que quand on se bat pour eux autres, on se bat autant pour les droits humains que pour la pérennité de leurs emplois et des emplois des travailleuses et des travailleurs locaux. Tu sais, c'est un tout, là. Parce que les conditions de travail et les conditions de vie, là, ça n'arrête pas à la sortie du travail. Hein. Ils nous suivent le soir, ils nous suivent dans nos communautés, ils nous suivent dans tout ce qu'on fait avec nos familles, nos amis, dans la communauté. Fait que c'est pour ça que nous autres, on trouve ça hyper important. Moi, j'ai toujours un grand plaisir quand les personnes nous disent mais arrêtez d'aider les immigrants, occupez-vous de vos membres. Ben, ce sont nos membres, ces personnes-là. Donc, on s'en occupe. Puis, effectivement, tout ce que tu dis est tout à fait réel. Arwa, je veux revenir sur le monsieur qui t'a harcelé là, à la place Diouville. Bon, les gens qui nous écoutent en audio le voient peut-être pas, mais toi, tu portes le hijab. Puis, j'avais envie d'en parler avec toi parce que je sais aussi que tu es féministe, tu portes le hijab. En tant que femme féministe, pourquoi c'est pas incompatible, justement, le port du hijab pour toi? Je pense que les gens ils comprennent pas c'est quoi les féministes. Beaucoup de gens ils pensent que les féministes soit écarter les hommes, soit prend plus de la liberté. Mais la féministe c'est de défendre les droits des femmes puis la liberté de femmes. Puis la liberté c'est dans tous les choix, que ce soit c'est le porte de bikini ou une porte de hijab, c'est son corps, son choix. Mais malheureusement on vit dans le monde qui est toujours il y a les gens, il y a des commentaires. Si tu portes un bikini, il y aura des gens pourquoi tu portes des bikini tout nu, nanana. Si tu portes des mini jupes, si tu te montres tes sens, c'est juste pas, tu montes tes cheveux, tu portes un hijab, il y aura toujours quelqu'un qui va avoir des commentaires. Puis c'est pour ça que je suis féministe, parce que moi, je me vois, si moi, je veux mon droit de porter le hijab, je vois que toutes les femmes ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, quand tu prends une position politique ou publique, tu seras attaqué parce que, tu n'es pas assez féministe. C'est comme le féministe pour eux, c'est juste ne rien porter comme des vêtements, mais sinon, c'est de tout porter, puis de tout choisir, puis de tout faire, autant qu'une femme, sans avoir des commentaires extérieurs sur mon corps, qui c'est, je le rappelle, c'est mon corps. Mais d'ailleurs, j'ai écrit même quelque chose sur ça, si vous voulez que je partage ce que j'ai écrit. Bien sûr, ben oui, bien sûr. En fait, le texte, je l'ai appelé « Féministe quand ça dérange ». J'ai choisi d'être féministe dans un pays qui dit lettres, des discours bien polis, des lois gravées sur des papiers. Mais quand je parle trop fort, quand je refuse me taire, je deviens le problème, celle qu'on préfère écarter. Je porte un voile sur la tête, pas sur mon esprit. Je marche droite, je travaille, je reconstruire ma vie. Divorcée, debout, libre dans mes choix, mais ça dérange quand ça ne rentre pas dans leur case. Ils aiment les femmes fortes tant qu'elles restent discrètes. Ils aiment le féminisme tant qu'ils ne bousculent pas leur certitude. Je suis féministe quand ça dérange, quand ça sort de décor, quand je ne suis pas l'image qu'ils veulent défendre encore. Je suis féministe voilée, libre, debout, imparfaite, mais mon combat n'est pas invité à leur table dite ouverte. Je suis féministe, oui, même quand on m'isole, même quand on me rabaisse, même quand on me vole la parole. On m'a regardé de haut, on m'a parlé de valeurs comme si les miennes étaient moins pures, moins honorables, moins à la hauteur. On me dit, tu vas trop loin, sois plus douce, mais j'ai appris que le silence ne protège jamais les femmes. J'ai senti l'intimidation dans les regards, la discrimination déguisée en malaise banal. On m'a fermé des portes, pas pour manque de compétences, mais parce que mon féminisme n'était pas confortable.
Ils veulent des femmes courageuses, mais pas trop visibles, des femmes libres, mais jamais incontrôlables. Je suis féministe quand ça dérange, quand ça casse leurs repères, quand ma liberté mélange leur hypocrisie et leur peur. Je suis féministe voilée, divorcée, salariée, vivante, je n'ai rien à prouver à leur définition étouffante. Je suis féministe, oui, même seule dans la tempête, même blessée, même fatiguée, je reste droit, je reste honnête. Le vrai féminisme ne choisit pas ses femmes, il ne trie pas selon la tenue, l'origine ou l'histoire. Le vrai féminisme ne m'intimide pas, il ne m'exclut pas pour mieux se dire inclusif. Si ton féminisme ne me reconnaît pas, alors ce n'est pas de la liberté, c'est un privilège maquillé. Je suis féministe quand ça dérange et je le serai encore demain, pas pour être aimée, mais pour rester fidèle à ce que je suis. Je suis féministe voilée, ma voix ne s'excuse plus, même isolée, même attaquée, je suis là et je ne recule plus. C'est ça qu'on applaudit. Écoute. Incroyable. À part le silence, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire après ça. Mais pourtant, François, je vois que tu es bouleversé. Alors, j'aimerais avoir ton commentaire sur ce que Arwa vient de nous lire. Moi, je suis... Non seulement c'est très bien écrit, mais écoute, tu viens de donner une leçon là à tous les gens qui nous écoutent, à nous deux, là tu vois nos faces, là, mais tous les gens qui nous écoutent, puis bravo. Puis merci de le partager dans le podcast aujourd'hui parce que c'est... Mais c'est la première fois que je le partage. Je voulais le partager, mais j'ai pas osé. Mais je dis, c'est peut-être mon opportunité de le dire. Parce que dernièrement, avec la loi de la SCT, j'étais trop attaquée, même dans le milieu féminisme. Puis j'ai dit, mais c'est pas ça le féminisme que moi, je me suis embarquée là-dedans. Puis je me sentais mal. Puis la seule option, des fois, pour sortir tous les douleurs que j'ai, c'est d'écrire. Ça représente ce que je sens à l'intérieur de moi parce que j'étais très isolée. Puis exclue dans plusieurs choses. Puis ça m'a touchée profondément. J'ai même brisé quelque chose à l'intérieur de moi. Wow. François? C'est profondément touchant ce que tu as lu. C'est hallucinant, là, une crise du cœur. Puis c'est comme si tu résumais toutes les luttes des femmes. Pro-choix, mon corps, mon choix, ce sont les femmes qui décident comment elles s'habillent, point barre. Ce sont les femmes qui décident. Les gens ne sont pas contre la laïcité de l'État, là, mais ils sont contre quand on pointe des femmes musulmanes dans l'exercice de... Ils sont revenus l'automne passé encore avec une loi qui exclut les femmes musulmanes, puis ils n'accueillent pas personne d'autre. On dirait qu'ils font une obsession avec les femmes musulmanes. Moi, je suis représentant syndical dans le milieu scolaire, puis je représente du personnel de soutien, donc les éducatrices en service de garde, qui ont été touchées ou sont touchées par l'extension de la loi 21. Si les femmes qui portent le hijab n'ont plus le droit de le porter au travail, elles vont pas l'enlever. Elles vont démissionner. On va perdre des trésors. On va perdre des femmes qui s'occupent de nos enfants, de vos enfants qui nous écoutez, pour, effectivement, François, tu l'as bien nommé, une stigmatisation. Puis je peux te dire que je suis pas touchée par la loi dans mon travail, mais les gens, quand il y a des lois comme ça permet de t'attaquer puis dire des choses. Puis t'es pas assez, même ils doutent dans ton intégration que tous les Français que t'as appris, tout. Puis dès que je suis une femme soumise, ça change. Je suis soumise à qui? Je suis une personne indépendante, je travaille, je vis ma vie, je suis autonome à 100%, indépendante à 100%. Il y a personne qui me dit ce que je fais. Puis il me dit quand même, je suis soumise à qui? Toujours, je pose la question, à qui? Pour moi, la laïcité de l'État, ça passe pas par l'invisibilisation des personnes et ça passe pas par mettre des femmes dans de la précarité parce que tu leur fais perdre leur emploi. Puis tu sais, Arwa l'a dit tantôt, c'est quand on s'intéresse aux gens qu'on les comprend puis qu'on a moins de préjugés. Mais pour pouvoir s'intéresser aux gens, il faut les voir. Si tu me permets d'ajouter quelque chose, beaucoup de gens, parce que je suis sur les réseaux sociaux, je reçois des messages, puis je rentre dans des discussions, beaucoup de gens, ils pensent une femme musulmane, ils comparent avec les femmes qui habitent dans l'Afghanistan puis Iran. Puis je veux le dire, moi, en tant qu'une femme musulmane, je dénonce ce qui se passe en Iran puis Afghanistan envers les femmes. Puis c'est pas ça ce que moi je représente comme une femme musulmane. Puis dans mon pays, moi je suis tunisienne, je parle dans mon propre pays, il y a toutes sortes de femmes, puis on n'a pas toutes les femmes portent des voiles. Il y a des femmes qui portent des voiles, des femmes portent pas. Puis il y a des femmes qui portent des bikinis. Genre je reçois un commentaire, mais moi si j'irais dans tes pays, est-ce que tu me laisses porter de bikini? Même des Tunisiennes portent des bikinis, il y a pas de problème. T'as ta liberté, le choix d'être libre de ce que tu portes, puis le média, ce qu'il montre, juste ce type des gens musulmans, puis les gens, ils s'ouvrent pas parce qu'ils voyagent pas beaucoup, ils regardent pas, ils sont juste dans leur bulle de leur propre vie, mais ce que je conseille, vas-y, avant de commenter sur quelqu'un, de savoir
De où vient? Est-ce que c'est vrai si les gens arrivent comme ça? Poser toutes les questions avant de juger puis décider à sa place. Justement, est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais puis que tu aimerais qu'on te pose par rapport à ta culture, par rapport à, pas nécessairement avec le hijab, là, est-ce qu'il y a une question que tu dis, il me semble que j'aimerais ça parler de tel aspect de moi, de mon identité, puis on me le demande jamais? Même mon féminisme dans ma religion, peut-être. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que ma religion, il y a beaucoup d'aspects féministes parce que on a le droit de divorcer depuis 1400. Alors, quand moi, j'ai fait une formation sur les valeurs québécoises, puis ça, c'est un choc que j'ai su qu'après 1960, que les femmes, ils ont le droit de divorcer. Alors, dans ma religion, les femmes, ils ont le droit de divorcer depuis 1400. On a le droit au vote depuis 1400. Et les gens, ils jugent que nous, on n'a pas de droit en tant que femmes, mais on a vraiment beaucoup de droits. C'est juste que il faut qu'on comprenne, il y a une différence entre la religion puis les cultures, puis les hommes qui essaient de mettre une femme de manière soumise, etc. C'est pas la religion, c'est juste les hommes, puis une culture, puis des rituels, puis on revient tout ce qui se passe dans le monde, c'est les hommes au pouvoir qui veulent faire changer des choses à leur faveur à eux pour utiliser les femmes. Mais en vrai, ma religion m'a permis d'être libre. J'aimerais que les gens me posent des questions. Est-ce que tu es vraiment soumise dans ta religion, oui ou non? C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ne pas me juger juste comme ça parce que je porte une voile. Arwa vient de mettre en lumière la différence entre des croyances religieuses et le patriarcat qui gangrène les relations en société depuis des millénaires. Là. Puis je veux dire, de la violence faite aux femmes, malheureusement, il y en a ici également. Donc, qu'on laisse les femmes décider pour elles, je pense qu'on leur doit bien ça. Hein? C'est nos mères, c'est nos sœurs, c'est nos femmes, c'est nos amoureuses, c'est nos filles. Donc, faut jamais oublier ça. Là. C'est pas un concept abstrait, tout ça. C'est des personnes qu'on aime. Merci pour ton témoignage. Je pense que tu vas éclairer beaucoup de gens. Tu vas faire peut-être changer des mentalités en disant, finalement, c'est pas ça. Puis j'espère que les gens vont te poser des questions ou poser d'autres questions à des femmes musulmanes, voilées ou pas, parce que c'est important d'aller vers l'autre pour mieux le connaître. Mais je peux dire quelque chose aussi. Quand tu fais attaquer une immigrante ou un immigrant, immigrante, une femme voilée, n'importe quelle personne, il va se reculer, il va s'isoler, il va chercher un refuge dans sa culture plus. Fait que quand tu vois des gens sont ensemble, c'est pas parce que il veut pas s'intégrer, c'est juste parce que quand il essaie d'intégrer, il n'y a pas eu une ouverture des gens avec des bras ouverts, il y a eu des attaques. Fait que moi, la période quand j'étais beaucoup attaquée, quand je sors dehors, je regarde les gens, je me dis, est-ce que les gens, ils vont m'attaquer? Puis je me suis fait attaquer à l'extérieur. Puis est-ce que les gens, ils vont me dire, est-ce qu'ils me détestent? Est-ce qu'ils vont me frapper? J'avais peur. Puis là, je commence à ne pas sortir. Puis là, je commence à chercher mon refuge à mes amis que je connais de la même culture que moi. Puis là, j'ai dit, mais voyons, tout ce que j'ai travaillé pendant des années pour intégrer, j'aime les gens, je suis souriante, j'aime tout le monde. Je me sens que je suis pas capable d'être la même personne à cause que j'ai peur. Fait que si tu portes des doigts sur quelqu'un, ce qui va arriver, tu vas nuire à son intégration. Ce qui arrive même avec le gouvernement, elle veut que les gens s'intègrent. Mais toi, tu le mets dans un cadre toute seule, c'est comme si c'est des gens à part. Ça impacte l'intégration de ces gens-là. C'est exactement comme les cours de francisation. On leur dit apprenez le français, puis on coupe toutes les ressources pour la francisation. C'est intéressant ce que tu nommes, Stéphane, parce que tu mets en lumière le virage que la CAQ a pris il y a 7 ans et demi maintenant et qui, essentiellement, complique la vie des travailleuses, travailleurs, étudiantes, étudiants, immigrants, qu'eux-mêmes vont chercher par des missions économiques puis par de la publicité partout sur la planète parce qu'on a besoin d'aide. Ils compliquent leur travail. Quand Jolin Barrette est arrivé comme ministre de l'Immigration en fin 2018, début 2019, il y avait un système informatique, je me rappelle plus le nom, qui fonctionnait pas à son goût. Il a scrappé ça. Il y avait genre 50 000 personnes en attente d'arriver au Québec, qui avaient fait des démarches qui duraient 2, 3, 4, 5 ans, qui avaient mis des coups là-dedans. Il a scrappé ça, il a envoyé ça dans le Shreddit. Fait que ça a été le début du bourbier. Puis là, Roberge, qui, en novembre 2024, place le PEC sous moratoire, puis après ça, qui dit « Ah, attendez, là, il va y avoir un nouveau programme qui va arriver, ça va être simplifié. » Finalement, il crée le PSTQ en juillet 2025, au même moment où il replace le PEC sous moratoire, puis il se rend jusqu'à novembre
2025, puis il abolit le PEC sans droit acquis, sans clause grand-père, sans mesure transitoire en disant débrouillez-vous avec le PSTQ. Le PSTQ, il est beaucoup plus compliqué que le PEC, il est moins prévisible. Les gens déposent une demande, elle est bonne pour 12 mois, ils savent pas s'ils vont être sélectionnés. Il y a un nombre de points, les points sont inhumains. Il y a du monde qui sont sélectionnés dans une région à 500-600 points, il y a du monde dans d'autres régions à 800-900 points qui sont pas sélectionnés. C'est du n'importe quoi. Fait que tout ça, dans leur espèce d'obsession de la langue et nationaliste, ce qui est complètement capoté, parce que les travailleuses-travailleurs et les personnes issues de l'immigration qui arrivent au Québec apprennent le français, s'intègrent et paient des impôts et sont actifs dans la communauté à temps plein, tu sais. Fait qu'il y a pas de logique. Je me rappelle, la CAQ disait tout le temps, on va en prendre moins pour en prendre soin. Mais finalement, là, ils voulaient en prendre moins pour en prendre moins. C'est une question idéologique. Maintenant, il va falloir se dire les vraies affaires. Là. Tout à fait. Mais en même temps, on peut dire les vraies affaires parce que lui dit on protège le français de quoi? Parce que les gens dans le PEC sont obligés de passer une test français niveau avancé B2. Alors, dans le PSTQ, il y a des programmes pour les niveaux les 2. C'est niveau 5, c'est B1, c'est moins. Fait que tu peux passer. Fait que c'est comment tu vas le protéger? Explique-moi. Si tu baisses les critères dans le nouveau programme, alors que les critères dans l'ancien programme, c'est plus élevé. Je pense que le ministre Robert, je peux même pas répondre lui-même. Ben oui. Lui-même, il est dans son propre programme. Des fois, il se fait poser des questions par des journalistes, il est même pas capable, de répondre. Exactement. Puis en ce moment, on cherche les gens au Québec qui sont en accord avec la fermeture du PEC. Il y a personne qui est en accord avec la fermeture du PEC. L'ensemble de la société civile se bat contre. Il y a des drames humains qui se vivent là-dedans. Économiquement, ça tient pas la route. Puis en plus, on va se priver des gens qu'on a formés ici avec nos institutions. Puis ils vont retourner peut-être dans leur pays d'origine en dénonçant le fait que le Québec leur a menti, puis qu'il faut pas faire confiance mais au les gens ne veulent plus venir. Moi, j'ai des gens, mais ils veulent plus venir et parler dans mon pays qui veulent plus venir au Québec. Pour eux, ah non, oublie ça, le Québec, c'est une catastrophe ce qui se passe. Il amène les gens, il l'utilise, après il fait le renvoyer chez eux. Non, j'irai pas, je préfère aller vers l'Europe ou l'Espagne ou n'importe quel pays à part le Québec. Les gens ne sont pas de la main-d'œuvre jetable. Les gens ne sont pas des numéros, ne sont pas des chiffres. L'Espagne vient de régulariser la situation de genre 500 000 personnes parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas se passer d'eux puis qu'ils enrichissaient leur société autant humainement qu'économiquement. Tu sais, ce serait tellement facile pour le gouvernement du Québec de faire ce que doit, mais il s'entête de façon idéologique. Mais il y a de l'espoir parce qu'on est dans la rue. On fait des manifs. Exactement. Il va y avoir un changement de première ou de premier ministre le 12 avril. Yeah. Et on espère, et on se croise les doigts, qu'il fasse la bonne chose puis qu'il donne une clause grand-père pour les orphelins du PEC. C'est vrai ce que tu dis, François. On n'est pas loin de l'avoir, on n'est pas loin de gagner. Puis quand la rue gagne, ça fait du bien à notre cœur de militant. Puis moi, ça va faire du bien à mon cœur d'être humain. Puis je vous avoue que tantôt à la manif, encore, quand j'écoutais les témoignages des gens, je peux pas m'empêcher de penser à moi quand je suis arrivé ici dans des conditions très différentes, beaucoup plus faciles. Mais l'exil, je sais ce que c'est. Oui, je pense qu'on pourra jamais le savoir, le sentir si on l'a pas vécu, mais un minimum d'empathie quand même là, de la part de notre ministre. Puis, Monsieur Robert, je sais très bien que vous écoutez pas le podcast, mais vous pouvez passer de 0 à héros si vous arrêtez de vous entêter. Puis, on a fait le tour des questions dont je voulais vous parler. J'aimerais, Arwa, que quel message on pourrait lancer aux Québécois en général, les Québécois nés ici, là? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire que tu n'as pas encore dit? D'avoir une ouverture d'esprit puis poser des questions envers les gens. Mais en général, la plupart des Québécois sont ouverts d'esprit que j'ai rencontrés. Puis ne pas généraliser, de mettre tout le monde dans la même panier. Parce que par exemple, si moi j'ai vécu acte raciste d'un Québécois, ça veut dire pas que tous les Québécois sont racistes. Je vais pas sortir, mais tous les Québécois sont racistes. Parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai des amis qui sont vraiment magnifiques, Québécois et Québécoises, que je le côtoie depuis 8 ans. Faut pas généraliser. Puis ce que je dis tout le temps, les mauvaises actions, les mauvaises intentions, ça vient pas d'origine, ni de couleur de peau, ni de croyance. Ça vient de la personnalité de la personne. Fait que, c'est ça mon message. Ben, merci François, merci Arwa. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment un beau moment. Puis, on va se donner rendez-vous à la prochaine manif parce qu'on lâche pas la pression pour la clause grand-père et éventuellement la réactivation du PEC. Merci à vous deux d'avoir été là. C'était vraiment hyper intéressant. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Encore un énorme merci à Arwa Beji, un énorme merci à François Proux-Dupéré. Si vous êtes intéressé par le podcast dont parle Arwa au début de l'épisode, sachez qu'il s'appelle Entre nous, que vous pouvez le trouver sur clickportneuf.tv. Je vais m'assurer de mettre le lien vers le podcast d'Arwa dans la page descriptive de l'épisode sur lanceurdarrête.ca. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast, n'oubliez pas de suivre et vous abonner à mes publications sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Lanceur d'arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.